Merci beaucoup. Bonsoir, donc je suis Yannick Tondu, directeur général adjoint de la métropole Aix-Marseille-Provence, en charge de la mobilité, des transports et de la voirie. Donc je vais vous faire une présentation sur notre projet global de mobilité à travers très brève présentation de ce qu'on appelle l'agenda de la mobilité métropolitaine, et puis faire un zoom sur un sujet qui est tout à fait en ligne avec ce qui a été présenté à l'instant par André et Mathieu, qui est la question du projet Métro Express, qui est notre modèle, on va dire, de BRT. Alors, très brièvement, une présentation de notre structure, la métropole Aix-Marseille-Provence, qui est une toute jeune métropole, elle a 2 ans, créée, on va dire, au forceps, dans le cadre des lois MAPTAM et nôtres. Sa principale caractéristique, c'est sa taille. 92 communes, ce qui est moins que le Grand Paris et pas beaucoup plus que le Grand Lyon, mais sur une surface de plus de 3000 km², ce qui pour le coup est 4 fois plus grand que le Grand Paris et 6 fois plus grand que le Grand Lyon. Donc on est sur un territoire où il y a beaucoup de vide et pas beaucoup de densité. C'est l'illustration suivante, donc avec représentation des densités dans 4 métropoles françaises. Le Grand Paris évidemment en haut à gauche, donc très dense et assez loin du centre, on est encore dense. Le Grand Lyon, qui se caractérise par effectivement un pôle central très fort et très attractif, et une urbanisation qui s'est faite par diffusion, en partie en doigt de gant, autour de cette centralité principale, pour pas dire unique. Un exemple original, qui est celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est la métropole azuréenne, qui est une métropole littorale, donc toute la densité est concentrée sur le littoral et ça se densifie assez vite en s'éloignant. Et puis donc Aix-Marseille-Provence, qui est vraiment une agglomération multipolaire, avec néanmoins un pôle urbain numéro 1 qui est Marseille, ville néanmoins très étendue et pas uniformément dense. Un deuxième pôle de taille moyenne qui est Aix-en-Provence. Donc Marseille, ça fait à peu près 900 000 habitants, Aix-en-Provence 150 000, et puis un chapelet de villes entre 20 000 et 40 000 habitants, Martigues, La Ciotat, Marignane, Vitrolles, Istres, Pertuis, etc., qui donc maillent le territoire et qui créent un réseau relativement original de pôles intermédiaires, avec chacun des rôles de centralité à l'échelle locale, voire à l'échelle métropolitaine. Je pense par exemple au port de Fos-sur-Mer, qui est une vraie centralité d'échelle régionale, voire nationale. Donc tout ça a évidemment des conséquences sur la composition des flux dans cette métropole. Donc le modèle de Lyon, on le comprend assez bien, au vu de la forme de la métropole. C'est un modèle essentiellement centrifuge et centripète, où les matins, les flux rejoignent les emplois qui sont principalement au centre de l'agglomération et s'en éloignent le soir. Notre modèle à nous, donc, est un modèle beaucoup plus éclaté, avec des emplois et de l'habitat qui sont très diffus sur le périmètre métropolitain. La centralité marseillaise pesant d'ailleurs relativement, par rapport à sa taille, relativement peu, et il y a beaucoup d'emplois qui sont sur Aix ou sur les rives de l'étang de Berre. Donc tout ça crée des flux dans tous les sens, et on sait que quand il s'agit de massifier le transport, c'est une situation qui est assez peu favorable. Donc nous avons essayé de répondre à cette solution, et à vrai dire, notre métropole a été, dans une large mesure, créée pour essayer d'apporter une réponse à ce problème-là. Bon, je vais faire l'histoire de cette métropole qui a été politiquement assez conflictuelle, et qui l'est d'ailleurs toujours dans une certaine mesure, mais il y avait quand même un point qui faisait consensus entre tous les acteurs, c'est qu'il fallait traiter la mobilité à la bonne échelle. Je précise d'ailleurs, j'aurais dû le dire en présentant le territoire, que notre métropole est pour les géographes et les statisticiens un bon modèle, parce qu'elle coïncide presque exactement avec son aire urbaine, ce qui est assez rare. Par exemple, le Grand Lyon est beaucoup plus petit que son aire urbaine. Nous, on a la chance de pouvoir traiter, on va dire, l'essentiel dans un cadre institutionnel défini, et en cela, effectivement, la métropole est considérée par tout le monde comme l'acteur légitime, aux côtés de la région, évidemment, autorité organisatrice du TER, comme l'instance légitime pour traiter de ces questions de mobilité. Cette attente était tellement forte que la première chose qu'on ait faite à la création même de la métropole, ça a été de lancer l'élaboration d'un document stratégique. Alors, j'ai oublié de préciser avant de vous le présenter, quelques éléments de diagnostic, notamment donc, toujours dans la comparaison avec Lyon, du fait que nos tailles sont assez comparables, en tout cas en nombre d'habitants. Donc l'aire métropolitaine lyonnaise et l'aire métropolitaine marseillaise a
première vue, ont des caractéristiques qui sont assez semblables. Le nombre de kilomètres effectués par jour en moyenne, par exemple, est très très proche, 23 km à Lyon, 22 AMP. Le taux de motorisation est assez comparable. Et alors, les parts modales, on va dire qu'elles sont légèrement plus favorables au transport en commun dans l'aire métropolitaine lyonnaise. Donc on est à 13% au lieu de 9%, donc c'est une différence significative, mais on voit bien qu'on n'est pas sur des ordres de grandeur extrêmement différents. Par contre, en évolution, entre les deux dernières enquêtes ménage-déplacement, on voit que le fonctionnement de l'aire métropolitaine lyonnaise s'est plutôt amélioré. Le temps de trajet, ce qui est assez remarquable, a diminué, la part modale de la voiture a diminué et la part modale des modes actifs et des transports en commun a augmenté, ainsi que les temps de parcours correspondants. Sur notre aire métropolitaine, eh bien, partant d'une situation comparable à Lyon, on est plutôt sur une dégradation, ou en tout cas une stabilité pour ce qui est des parts modales et une dégradation sur les temps de parcours, puisque avec une part modale de la voiture qui reste très dominante, une congestion qui s'est accrue, on a eu un temps de parcours qui s'est augmenté de façon très significative de 7 minutes de plus par jour. Ce qui est évidemment perçu par les habitants comme une vraie dégradation de la qualité de vie dans notre métropole. Alors, la traduction de ça en termes de carte de congestion est assez évidente. Tous les axes entre les pôles principaux, évidemment l'axe Aix-Marseille, mais aussi l'axe Marseille-Aubagne ou l'axe Marseille-Étang-de-Berre, sont des axes qui ont une congestion récurrente, non seulement aux heures de pointe, mais dans une très large plage qui déborde de l'heure de pointe et une extrême vulnérabilité face aux événements classiques de type accident ou incident sur le réseau autoroutier. Traduction également de cette congestion récurrente, eh bien, un niveau de pollution qui est plutôt très élevé, et c'est évidemment pas par hasard que notre métropole fait partie de celles qui ont été dans les analyses de l'Union européenne, ont été citées comme devant être traitées de façon urgente par le gouvernement français et les autorités locales. On atteint jusqu'à 234 jours de dépassement des seuils de pollution sur l'agglomération d'Aix-en-Provence, par exemple. Donc, comme je vous le disais, on a essayé d'apporter des réponses à ces situations très, très dégradées, et on a élaboré dès l'année 2016, puisque la métropole en gros a été créée, mise en place en avril 2016, et bien au mois de décembre 2016, nous avons approuvé un document qui s'appelle Agenda de la mobilité métropolitaine et qu'il faut, je dirais, caractériser comme une sorte de mini PDU réalisé en 5-6 mois. Donc évidemment avec beaucoup moins de précision et de finesse et de concertation qu'un PDU normal, mais il était important pour nous et pour les élus qui dirigent la métropole de pouvoir donner très vite une visibilité sur ce que nous pouvions faire et ce que nous avions l'intention de faire en matière de mobilité. Le terme d'agenda a été choisi à dessein pour indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un plan ou d'un schéma, donc quelque chose qui donnait une vague vision lointaine, mais bien, parce que le mot agenda est à prendre au sens anglo-saxon du terme, d'une liste d'actions déterminées dans le temps et destinée à être mesurée et réalisée à l'heure dite. Donc ça prend la forme de ce que vous avez sous les yeux, ce diagramme qui résume en quelque sorte l'agenda, où on indique année par année ce que nous avons l'intention de faire. Donc ça commence, sans entrer dans les détails, par tout ce qui va permettre d'unifier le système de transport métropolitain, notamment, première chose que nous avons engrangé le mois dernier, qui est un symbole assez fort, c'est que nous avons désormais un abonnement métropolitain des transports qui n'existait pas jusque-là. Il y avait autant d'autorités organisatrices que d'abonnements, et donc on a pu créer à l'échelle de la métropole cet abonnement. On a créé aussi des agences dans lesquelles on peut acheter tous les titres, ce qui n'existait pas non plus. Et puis petit à petit, on va monter en puissance sur les différents sujets pour aller tout en bas vers ce qui est le plus long et évidemment le plus cher, qui est l'interconnexion des réseaux ferroviaires par la création d'une gare souterraine à Saint-Charles, à Marseille. Donc on essaye d'apporter au fil du temps des améliorations progressives allant du soft au plus lourd en matière d'infrastructure. Alors,
maintenant, quels sont les éléments de stratégie que nous avons cherché à mettre en œuvre? On s'est beaucoup appuyé sur un petit sondage, qui n'est pas d'ailleurs propre à notre métropole, mais qui, je crois, porte sur les attentes générales des usagers, enfin des habitants d'ailleurs, des personnes mobiles dans les métropoles, en leur demandant quelles sont les conditions qui vous feraient prendre davantage les transports en commun. Et en fait, contrairement à ce que on peut parfois penser, c'est pas forcément le prix qui est le critère déterminant, ni le fait d'avoir un arrêt juste à côté de chez soi. La première chose qui est attendue, c'est de la fréquence et de la rapidité. Et puis, juste derrière, accueil, confort, information. Donc on a essayé de voir si on pouvait construire, partant d'un système de transport en retard, et notamment par rapport à Lyon, ce que je vous montrais tout à l'heure sur la dynamique lyonnaise par comparaison à la nôtre, c'est la traduction du fait que Lyon a beaucoup et plutôt bien investi sur ses transports au cours des 40 dernières années, alors que depuis la réalisation du métro, on va dire que Marseille, mais c'est vrai également Andex et des autres villes, n'ont pas fait grand-chose pour leur transport. Donc on a du retard. Et la question était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver des améliorations significatives sans que ça prenne trop de temps. Alors on a essayé donc de décrire une esquisse, parce que non, je vous l'ai dit, ça a été fait assez vite, une esquisse de ce que pourrait être un système de mobilité répondant à ces attentes prioritaires des usagers. Donc, je ne vais pas décrire chaque case, mais dans une agglomération très éclatée, il nous apparaît important de mettre l'accent sur les pôles d'échange, ça a été mentionné tout à l'heure, et notamment sur les parkings relais, puisque bon nombre d'habitants de la métropole vivent en maison individuelle, dans des zones peu denses, on aura du mal à aller les chercher devant chez elles en transport en commun. Donc elles vont sûrement partir de chez elles en voiture. Il faut leur donner la possibilité de se rabattre vers le réseau de transport en commun. Et donc on prévoit de créer 15 000 places de parking relais. Il faut des réseaux à haut niveau de service et des réseaux maillés, intégrés. Ça recoupe tout à fait les systèmes qui ont été décrits tout à l'heure par André et par Mathieu. Il faut des infrastructures. Donc ça, on va en parler de façon un peu plus détaillée. Il faut une maîtrise d'ouvrage. Donc ça, on est en train de travailler dessus parce que changer d'échelle en matière de projet, ça suppose aussi de redimensionner la maîtrise d'ouvrage. Il faut des véhicules performants. On est en train de passer sur une logique où les bus urbains devraient aller presque tous vers l'électrique et les autocars interurbains vers le gaz. L'électrique étant encore aujourd'hui pas suffisamment intéressant en matière d'autonomie et de coût, mais sur l'urbain, ça commence à bien fonctionner. Et sur l'interurbain, le gaz apparaît comme une alternative tout à fait pertinente en attendant que l'hydrogène vienne un jour s'y substituer. Le numérique est évidemment un des fondamentaux d'un système de transport intégré performant. Le but de tout ça étant évidemment d'agir sur les comportements, évidemment par la qualité de l'offre, mais aussi par une politique de marketing, une politique de conviction qu'on est en train de mettre en place. L'idée étant d'aller démarcher le plus systématiquement possible nos concitoyens pour les convaincre de la pertinence des offres que nous allons leur proposer. La tarification, je ne vais pas en parler longuement, mais l'abonnement métropolitain unique en est la première instantiation. Alors maintenant, en termes d'offres, qu'est-ce que nous nous proposons de réaliser? C'est résumé par ce schéma qui est celui que nous montrons à chaque fois lorsqu'on veut résumer l'agenda de la mobilité. On voit bien que notre souci, notre message principal a été de dire que nous voulions créer un véritable système de transport d'échelle métropolitaine. Je vous ai parlé de la taille de cette métropole, de la difficulté de s'y déplacer autrement que par la route. L'idée a été de dire nous allons créer un véritable maillage. Les codes couleurs et graphiques ne sont pas là par hasard, qui est en quelque sorte la même lisibilité, la même facilité d'usage que le métro. D'ailleurs, on l'a appelé métro express. C'est une façon de dire qu'il faudrait que l'habitant de la métropole puisse se dire qu'il est aussi facile d'aller, par exemple, de Miramas à Aix-en-Provence que de faire 3 stations de métro dans Marseille. Ce réseau, il est constitué de deux composantes linéaires et de composantes ponctuelles. Les 2 composantes linéaires, c'est le réseau ferroviaire. Nous avons eu un long débat là-dessus avec la région. Nous avons souhaité que les lignes TER puissent être partie intégrante du réseau métropolitain partout où elles avaient une qualité de service suffisante.
On avait placé ce curseur à 6 trains par heure en heure de pointe. On a descendu finalement à 4 parce que c'était difficile de le faire partout. Et surtout une régularité bien meilleure qu'aujourd'hui. Donc la région a partagé ces objectifs-là et nous sommes en train, avec également les services de l'État, d'investir sur le réseau ferré de façon à mettre à niveau ce réseau là où il n'est pas bon. Mais une des conséquences de ce choix, c'est qu'il n'y a que 3 axes. L'axe, la ligne PLM historique, Miramas, Vitrolles, Marseille, l'axe Aix-Marseille bien entendu, et l'axe Aubagne-Marseille, enfin Toulon, Aubagne, Marseille, qui répondent à ce critère de haut niveau de service que nous avons voulu être la caractéristique de Métro Express. Les autres lignes ferrées secondaires ont été considérées comme insuffisamment qualitatives en niveau d'offre et en régularité pour pouvoir s'intégrer à notre réseau. Et tout le complément, c'est-à-dire une dizaine de lignes, on est en train d'affiner ce schéma, est constitué de lignes de BRT, des lignes d'autocars circulant sur autoroute. C'est assez logique finalement, puisque notre métropole s'est développée pour le meilleur et pour le pire autour des autoroutes. Finalement, les emplois et les habitants, ils sont largement autour des autoroutes. Et donc, faire circuler des lignes de cars sur les autoroutes, à condition qu'elles y circulent bien, ça apparaît comme une solution assez pertinente. Et évidemment, le réseau autoroutier, il est assez complémentaire du réseau ferré. Et donc, avec ces deux composantes, on arrive à mailler assez bien la métropole et à offrir, je dirais, des liaisons point à point entre les principaux pôles de la métropole, soit directes, soit moyennant un changement. Donc on pense avec ça avoir créé une véritable grille. La composante ponctuelle, ce sont évidemment les pôles d'échange. Pôles d'échange entre les lignes, qu'elles soient routières ou ferrées, mais aussi pôles de rabattement, pôles d'accès à ce réseau structurant métropolitain. Et pour ça, nous appuyons sur les gares, évidemment SNCF, là où elles existent, mais nous créons aussi des gares autoroutières pour pouvoir se rabattre de façon efficace sur ce réseau Métro Express. Je pensais que ça figurait dans vos présentations, la gare de Brie-sous-Forges, parce que c'est un peu le modèle français, mais on en a vu à l'étranger qui ressemble un petit peu. Notre idée, évidemment, de créer des systèmes d'échange qui permettent aux cars de ne pas avoir à sortir de l'autoroute ou à avoir à sortir très brièvement pour rentrer tout de suite, de façon évidemment à ne pas perdre de temps. Et à positionner des parkings relais au plus près de ces stations, de façon à rendre l'intermodalité voiture-autocar extrêmement efficace et performant. Toujours ce souci donc d'un réseau premium, c'est le terme qu'on a donné, un réseau de haute qualité où on puisse garantir à la fois de la fréquence, de l'amplitude, du confort, on va choisir des matériels roulants qui soient les plus confortables possibles, de l'écologie. Je vous parlais tout à l'heure du choix du gaz naturel pour équiper tous ces autocars. Et puis, on va y venir, des infrastructures réservées qui garantissent la fiabilité, qui est aujourd'hui évidemment le talon d'Achille des lignes d'autocars circulant sur nos autoroutes. Donc, on espère ainsi cocher toutes les cases d'un système de transport à haut niveau de service. Dernier élément qui apparaît de façon assez peu lisible sur ce schéma, mais néanmoins très importante, ces lignes interurbaines assurent de façon systématique des échanges, là aussi que nous cherchons à rendre efficaces, avec les lignes à haut niveau de service, le réseau lourd urbain, que ce soit le métro et le tramway dans Marseille ou le BHNS dans Marseille également, mais également à Aix, à Martigues, à Miramas et dans un certain nombre d'autres villes qui vont toutes progressivement être équipés de systèmes allant du BHNS pur et dur jusqu'à des chronobus bénéficiant de priorité au feu. Donc l'idée est bien d'avoir un réseau complet, cohérent, émaillé, à la fois donc articulant, comme l'a fort bien dit tout à l'heure André, la longue distance et la courte distance. Voilà, bon, pourquoi s'appuyer sur le réseau autoroutier et le réseau routier en général? D'abord parce que c'est un réseau qui est remarquablement maillé, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas du réseau ferroviaire. Autre avantage comparatif, évidemment les coûts d'aménagement et d'usage qui sont très, très compétitifs. Donc là aussi, par comparaison avec la solution ferroviaire, en tout cas dans le système SNCF actuel, peut-être va-t-il devenir plus performant avec la réforme qui s'engage, mais aujourd'hui, c'est vrai que faire circuler des trains sur certaines lignes, ça coûte quand même très cher aux voyageurs transportés.
Une infrastructure qui est polyvalente, je ne veux pas un dessin. Un usage à optimiser, donc ça a été extrêmement bien présenté par Mathieu Luzerne, et aujourd'hui la DIRMED travaille sur une optimisation du fonctionnement du réseau autoroutier, avec un schéma directeur qui permettrait de tirer le meilleur parti de cette infrastructure. On voit que d'autres pays l'ont fait. Et puis donc une infrastructure à partager, je vais surtout m'appesantir là-dessus pour la fin de mon exposé. Donc voici ici, alors je suis désolé, l'image n'est pas extrêmement nette, la traduction du projet Métro Express en besoin d'infrastructures réservées. Donc en rouge, vous avez les souhaits exprimés par la métropole, puisque ce n'est pas sur notre réseau, c'est sur celui de l'État, en partie sur celui du département, mais principalement sur le réseau de l'État, en matière de couloirs réservés. Donc on arrive, en gros le chiffre est évidemment un symbole plus qu'une réalité, 100 km de voies réservées, c'est-à-dire en gros tous les endroits où il y a de la congestion récurrente, eh bien nous souhaitons que nos cars puissent bénéficier d'un aménagement leur permettant de circuler de façon indépendante des aléas de circulation. Donc on retrouve évidemment les principaux couloirs ex-Marseille, Marseille-Aubagne, Marseille-Aéroport, mais aussi ex-Aéroport qui commence à devenir également extrêmement chargé. Alors, où en est-on de la mise en œuvre de ce programme d'infrastructure ? Eh bien, on avait déjà commencé avant, donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas tout inventé, on s'est appuyé sur l'existant. Il y a déjà une section de 2 km, c'est une ancienne, la voie de droite en fait, de l'autoroute en entrée sur Marseille, qui était surdimensionnée, enfin il y avait une voie de trop, et on a récupéré une voie pour faire une voie réservée aux cars. On a une très forte circulation d'autocars et d'autobus sur cette voie, ça marche extrêmement bien, c'est bien respecté parce que c'est aussi sanctionné par vidéo-verbalisation de façon assez systématique, et donc là on a gagné systématiquement plusieurs minutes en entrée de ville. On est juste en amont de la gare Saint-Charles, pour ceux qui connaissent Marseille, c'est l'arrivée de l'autoroute Nord sur la gare Saint-Charles. Ensuite, la phase suivante, qui a été faite à titre expérimental en 2015 puis en 2017, est sur plan de campagne. Donc on est pile à mi-chemin entre Aix et Marseille, un secteur qui est très régulièrement congestionné, et où on a eu donc deux sections en couloir réservé, de 1 km je crois, et puis 2 pour la deuxième phase, avec une observation très systématique des résultats. J'en donnerai quelques échos dans la foulée de cette diapositive. L'objectif, donc, c'est 100 km à terme, et pour cela, nous bénéficions d'une enveloppe de 30 millions d'euros inscrite au contrat de plan État-région, ce qui, c'est à la fois un petit chiffre par rapport à ce qu'on peut dépenser, par exemple, sur le ferroviaire. On a la modernisation de la ligne Aix-Marseille, phase 2 sur 3, donc c'est comme petit bout du projet, 180 millions d'euros, par exemple. Là, pour 30 millions d'euros, on peut traiter 20 à 30 km de voies réservées sur autoroute. Et puis, on poursuit, donc au-delà de ce qui est déjà réalisé, il y a un programme d'études sur les axes prioritaires que je viens de décrire, qui est piloté par l'ADREAL, et le CEREMA joue un rôle très, très important dedans. Et de notre côté, nous, autorité organisatrice des transports, nous sommes en train de parfaire la définition du réseau, notamment identifier où sont les pôles d'échange les plus pertinents, regarder s'il y a une faisabilité foncière, évidemment, et également une faisabilité en termes de sécurité autoroutière, pour pouvoir définir de façon plus précise et finaliser un véritable programme d'aménagement de ce réseau Métro Express. Donc voilà ici par exemple le fruit des études amont qui ont été menées il y a déjà quelques temps par la DREAL sur l'axe Aix-Marseille, où on a pu identifier assez précisément les pertes de temps et donc les endroits où il serait nécessaire de réaliser des aménagements de voies réservées. Voilà, on a ici une illustration, je ne sais pas si c'est à l'entrée sur Marseille ou à plan de campagne d'ailleurs, où on voit la façon dont nos cars peuvent bénéficier donc en général d'une bande d'arrêt d'urgence transformée en voie qui leur soit réservée. J'ajoute en termes commerciaux que pour l'automobiliste qui est dans sa voiture, voir passer à côté de lui le bus roulant à 70 km/h, je crois que c'est la vitesse qui est autorisée, c'est quand même une bonne façon d'avoir de la publicité gratuite pour prendre des transports en commun. Voilà donc ici pour montrer les premiers résultats, ce qui a été fait sur plan de campagne, phase 1, phase 2, 1400 et 1700 mètres, avec dans les deux cas d'ailleurs une complexité qui méritait justement une véritable observation, puisqu'on a une bretelle d'entrée et une bretelle de sortie respectivement qui pose en tout cas une question de est-ce que cet aménagement se fait en toute sécurité.
Alors, les résultats, déjà en débit, ce qui n'est pas très surprenant, puisqu'on a traité la bande d'arrêt d'urgence, le débit des voies n'a pas changé. On a quand même rétréci un peu les voies, donc ça peut avoir des conséquences, mais en l'occurrence, il n'a pas été noté de modification du débit. Pour le temps de trajet, le temps de parcours des voitures, il n'y a pas d'impact très lourd non plus, hein. On est sur des choses qui sont à peu près comparables. Par contre, évidemment, pour les transports en commun, on a, aux heures de pointe, un effet extrêmement intéressant, et on gagne plusieurs minutes, ce qui d'ailleurs pour les exploitants de transport c'est aussi pas mal d'argent, hein, parce que c'est des conducteurs qui ne sont pas immobilisés, et on gagne évidemment en compétitivité. Et plus que le temps gagné, c'est évidemment le lissage du temps de parcours, donc la fiabilité qui est proposée à nos usagers, donc cette notion de qualité de service totale que nous visons, qui est nettement améliorée. Donc un bilan qui, vu des exploitants de l'autorité organisatrice, est tout à fait encourageant. Voilà, donc ça c'est ce qui a été fait sur cette carte est en bleu, et ce qui est en pointillé rouge, c'est ce que nous nous apprêtons à faire au cours des tout prochains mois. Voilà, en conclusion, voilà nos objectifs que nous espérons obtenir grâce à la mise en œuvre de notre agenda de la mobilité, et tout particulièrement du réseau Métro Express. C'est évidemment très ambitieux, et c'est notamment, s'il y a un chiffre à retenir, un doublement de la part modale des transports en commun. J'ajouterai, pour être plus précis, que nous ciblons tout particulièrement les usagers de longue distance. Ceux qui font beaucoup de kilomètres, donc qui contribuent beaucoup à la congestion autoroutière, eh bien, nous essayons de leur offrir une vraie alternative pour qu'à la fois eux y gagnent et que tout le monde y gagne, en soulageant d'autant les autoroutes. Voilà en résumé ce que je peux vous dire sur cet agenda de la mobilité, et je vous remercie pour votre attention. Merci Yannick. Je suppose qu'il y a des questions. Olivier Ancelet, CEREMA. Je me posais une question par rapport à la pollution, puisque là les différents aménagements qui se sont déployés se sont faits à trafic véhicule constant. On l'a vu sur les courbes de débit cumulé. Est-ce qu'il est envisagé, est-ce qu'il y a des projets d'aménagement d'alternatives au transport, au transport automobile qui viennent réduire la capacité des infrastructures offertes aux véhicules? Alors, pour l'instant, non. Il n'y a pas, aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de volonté exprimée en ce sens, ni de la part des élus locaux, qui considèrent que tant qu'on n'a pas une offre de transport en commun compétitive, c'est très difficile d'expliquer aux habitants qu'on va les forcer et contraindre leurs déplacements majoritairement automobiles, ni de la part des services de l'État, exploitants des autoroutes, qui considèrent qu'on est sur des autoroutes qui fonctionnent à saturation, et que c'est très difficile, et c'est déjà pas évident de dire qu'on n'aménage pas de capacité supplémentaire pour faire rouler plus de voitures, qui considèrent qu'il est, sauf endroit où il y a vraiment une baisse de trafic, je vous parlais tout à l'heure de l'entrée sur Marseille, où on va encore créer d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le projet L2 qui va être la rocade de Marseille, mise en service à la fin de cette année. La L2 va libérer plus en amont de ce qui a déjà été fait de la capacité en entrée sur Marseille, et donc on va tout de suite récupérer une voie pour faire un couloir réservé aux bus. Donc les voitures ne rouleront pas mieux qu'aujourd'hui, mais elles rouleront pas plus mal. Donc la pression sur la voiture, elle se fait plutôt dans un second temps. Même chose d'ailleurs en centre-ville. La L2 va soulager, pour ceux qui connaissent Marseille, la tristement célèbre rocade du Jarret, qui tient lieu de fait de périphérique ultra-urbain dans Marseille. Et on a un projet de requalification du Jarret qui est, je dirais, concomitant avec la fin des travaux de la L2, et qui va nous permettre, là aussi on est sur 2 fois 3 voies, on va passer à 2 fois 2 voies et réallouer aux usages locaux et aux transports en commun la voie qu'on va ainsi libérer. Mais donc c'est plutôt consécutif. Bonjour, Christophe Boutin de l'ASFA. Sur la L2 justement, en dehors de ce rôle qui va permettre de soulager les autres infrastructures, est-ce qu'il y a des aménagements prévus sur cet axe, ou est-ce que c'est pas un axe qui s'y prête
Parce que sur un axe neuf, on aurait pu s'attendre à ce que ça soit intégré dans la conception. C'est parfaitement... Enfin, c'est intégré, oui. C'est intégré... Je ne sais pas si ça a été intégré dans la conception. Oui et non. Voilà. On va dire que sur la partie nord de la L2, on a prévu, parce que c'est une infrastructure qui est largement souterraine, que la dalle de couverture va supporter des modes actifs et un site propre de transport en commun continu. Donc ça, c'est quelque chose qui a été prévu dès le départ. Ça n'est pas le cas dans la partie S, qui est déjà en service, malheureusement, qui date déjà, dans une large mesure, des années 90. Et à l'époque, effectivement, ça n'avait pas été vu. Par ailleurs, et ça, c'est une réflexion qui est issue de nos travaux, je vais peut-être d'ailleurs le montrer, parce qu'on le voit, même si c'est à petite échelle, de nos travaux sur le réseau Métro Express, la partie... on s'est rendu compte, parce que la L2 va avoir un fonctionnement fluide, en tout cas les premières années c'est à peu près certain, on veut en profiter pour faire circuler des transports de type autocar dans le flux général. Par ailleurs, les services de l'État nous disent que si un jour il faut réserver un couloir pour les transports en commun, si la congestion venait à rendre cela nécessaire, ça serait possible sans aménagement très lourd. Mais d'ores et déjà, effectivement, une partie de nos lignes vont, au lieu de faire ce que font toutes les lignes de car aujourd'hui, entrer dans Marseille et s'arrêter à la gare Saint-Charles, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande de contourner Marseille par la L2, faire 2 ou 3 arrêts en gros au niveau des stations de métro, hein, là où la L2 intersecte le métro, et poursuivre, en gros, de faire des échanges entre Aubagne et Lichtenberg, par exemple. Bonjour, François Jean-Jean de CETEC. Dans ce que vous nous avez présenté, il y a essentiellement des voies réservées donc, sur la bande d'arrêt d'urgence pour mettre en place des cars. Donc ça, c'est vrai que ça peut être assez limitatif pour mettre en place d'autres systèmes, d'autres services sur ces voies, comme par exemple le covoiturage. Donc je vous poserai un peu la question de monsieur tout à l'heure sur les HOV Lane. Est-ce que du coup, vous avez, je ne sais pas, peut-être dans un deuxième temps ou pour le futur, prévu une migration de petits services ou de l'infrastructure ? Très clairement, ça n'a pas été prévu, et je pense, et je rejoins ce que vous dites, que le fait d'avoir mis des voies qui supposent quand même une prudence particulière, ça ne figurait pas dans les extraits que j'ai pris de l'évaluation, l'accidentologie, globalement, n'a pas évolué de façon défavorable. Je crois qu'il y a un tout petit peu plus d'accidents, mais il y a eu moins de gravité. Donc, globalement, c'est plutôt un bilan positif. Néanmoins, c'est peut-être lié aussi au fait qu'on a des conducteurs professionnels qui utilisent ces voies réservées. Je pense que les visas, qui ont été quand même très très longs et compliqués à obtenir de la part des hautes instances de l'État pour réaliser ces aménagements expérimentaux, puis pour les pérenniser, seraient au moins rediscutés, pour ne pas dire remis en question, si nous devions l'ouvrir à des conducteurs non seulement non professionnels, mais qui plus est marseillais. Oui, Laurent Fabre de la DIT. Par rapport au sujet qui a été présenté précédemment, sur la tarification, ce n'est pas une option qui a été retenue pour essayer de moduler un petit peu les déplacements et les mobilités? La tarification des usagers voitures. Les usagers voitures. Alors le péage urbain, aujourd'hui, je dirais que ça n'est pas... C'est vrai que la métropole est emmenée dans une certaine polémique. Si elle avait commencé par annoncer qu'elle mettait en place un péage urbain, je n'aurais pas donné cher de sa survie. Maintenant, l'histoire est longue. Le débat sur le péage urbain va certainement ressurgir à l'occasion de la loi l'homme, hein, qui va créer des conditions facilitant, voire encourageant la mise en place de péages urbains. Donc, il ne faut pas exclure que ça vienne un jour dans cette métropole. Alors, il faut savoir qu'on a la particularité d'avoir déjà une infrastructure urbaine à péage qui marche extrêmement bien d'ailleurs, parce que elle est congestionnée, ce qui est rare pour une infrastructure à péage, qui est le tunnel Prado-Carénage. Donc, l'idée de faire du paiement d'infrastructure n'est pas complètement inenvisageable dans cette métropole. Un péage de type cordon, je pense que ça serait quand même politiquement très difficile à faire passer. D'abord parce que la métropole, elle est extrêmement multipolaire, donc ça n'a pas forcément beaucoup de sens de dire on protège le centre. Quel centre ? En gros celui de Marseille, mais à ce moment-là, ça serait probablement à son détriment au profit d'autres centralités. Et puis on a un débat national aujourd'hui sur les centres-villes, leur déclin en matière de commerce. Je pense que ça serait probablement une mesure très difficile à faire accepter de ce point de vue-là.
Il y a d'autres façons que toutes les villes ont mises en œuvre, et c'est le cas des villes de cette métropole, de modérer l'accès au centre-ville, qui est le parking, le prix du parking, et la répression du non-paiement du parking. En ce moment, c'est un débat national aussi. Je vous garantis que la dépénalisation du stationnement, comme dissuasion d'usage intensif de la voiture, ça marche pas mal, hein. Quand vous avez des scan-cars qui sillonnent les rues et qui alignent à chaque fois, c'est, à mon avis, aussi efficace que d'autres mesures de pricing, hein. Voilà. Et puis il y a également les restrictions, par exemple, de la mise en place de plafonds de stationnement dans les opérations immobilières, au lieu de plancher, ce qui était les règles dans les PLU il y a quelques années, qui peuvent être aussi des moyens intéressants d'inciter les gens à prendre des transports en commun. Après, dernier élément, en quelque sorte, la congestion est aussi une forme de régulation spontanée. Ça marche assez bien chez nous, hein, quand on est des autoroutes qui sont toutes saturées, au bout d'un moment, les gens ils disent que c'est peut-être intéressant de prendre d'autres solutions. Pour avoir le label Métro Express, les fréquences que vous envisagez sur les lignes... Ah oui, je ne l'ai pas dit. La fréquence minimum pour avoir le label, on est en train d'affiner un petit peu ça, c'est 1 toutes les 10 minutes. Quand je parlais tout à l'heure de fréquence, on considère qu'à un véhicule toutes les 10 minutes, on ne se pose pas la question de l'horaire. On y va et on sait qu'il y en a un qui arrive. C'est en gros ce qui se passe dans le métro, même aux heures extrêmes. En heure creuse, on serait plutôt sur 20 minutes. Voire une demi-heure sur certaines lignes, mais après, au bout d'un moment, une demi-heure, ça commence à être un peu dissuasif. Donc on est en train de regarder quel est le bon niveau. On veut à la fois pouvoir rapidement labelliser des lignes pour pouvoir tester en vraie grandeur. En même temps, on ne veut pas galvauder le label non plus et l'accorder à des lignes qui ne le mériteraient pas. Donc on est en train de définir ça. Ce qui est sûr, c'est que l'amplitude doit être très forte. C'est 5h30 du matin à minuit, ça c'est vraiment impératif d'avoir une grande amplitude, et que l'heure de pointe doit être une fréquence très élevée. Petite illustration, la ligne de car Aix-Marseille est aujourd'hui la plus fréquentée de France en autocar. On a une fréquence de 5 minutes. C'est-à-dire que vous allez à la gare routière, dans les 5 minutes, vous avez un car qui part sur Marseille si vous êtes à Aix, ou sur Aix si vous êtes à Marseille. Donc on est sur un débit extrêmement fort. Quelle est sa fréquentation? Alors elle est aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on a sur le même itinéraire, c'est d'ailleurs le seul cas, un doublon, pas tout à fait parce que l'itinéraire n'est pas le même, mais un doublon train-car. Le car transporte plus de monde que le train. Le train fait, si je ne me trompe pas, 8000 voyageurs jour. Le car est à plus de 10 000. Bon, après, voilà, il y a des raisons qui sont liées au fait que le train, il fait un détour par Gardanne, donc en temps de parcours, malgré sa vitesse plus élevée, il n'est pas forcément beaucoup plus compétitif. Il s'arrête beaucoup, voilà, puis il y a des représentations sur les arrêts dans les quartiers nord de Marseille qui ne sont pas forcément très attractifs pour les Aixois. Enfin, bon, il y avait pas mal de raisons après qui peuvent expliquer ça. Mais c'est vrai que le trajet direct par autocar, dans un autocar confortable et qui bientôt circulera sur des voies réservées, déjà en partie, c'est quelque chose qui manifestement, commercialement, fonctionne bien. On a des représentants éminents de TDIE érudits de la question. Pierre Van Cornevalt, TDIE. Merci André de ton annonce, de ton interpellation, parce que je n'osais pas poser une question, j'ai dû sortir, et donc peut-être que vous avez évoqué le sujet, mais ça me donne une occasion de poser la question. Au risque d'apparaître comme un Cassandre, le paradoxe de cette métropole, c'est que d'un côté, vous l'avez dit tout à l'heure, son aire métropolitaine correspond à la métropole, mais c'est aussi la métropole dont on a le plus entendu parler en termes de problèmes de constitution. Or, vous nous présentez un projet qui relève de ces grands projets structurants, sans revenir justement sur l'histoire de sa constitution. Donc, on a l'impression que tout est allé naturellement. Est-ce que vous pourriez nous le repositionner dans la constitution de cette aire métropolitaine, avec une question sous-jacente, c'est qui est à l'initiative de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de loin, qui est notamment porté par un point de vue plutôt État, ou est-ce que c'est quelque chose qui a contribué à légitimer ou structurer cette aire métropolitaine politique? Le paradoxe étant que finalement, ce dont vous nous parlez lie les deux métropoles qui s'opposaient assez frontalement dans la constitution de cet organisme.
Ça serait assez long de faire l'histoire de tout ça, surtout que je ne l'ai pas forcément vécu continu, parce que je suis arrivé à la création de la métropole ou peu avant. Néanmoins, effectivement, vous le savez, il y avait une préfiguration de la métropole par le préfet Théry, qui avait notamment, faute d'avoir pu investir le champ institutionnel où il était attendu avec les bazookas, a beaucoup investi le champ du projet. Et donc, il y avait un projet de transport qui sous le nom de Livre Blanc, qui avait été élaboré par la mission Théry, qui est un travail tout à fait remarquable, et qui présentait 2 scénarios. C'est aussi une façon de laisser le choix aux élus. Un scénario qui était quand même plutôt mis en avant, qui est un scénario très ferroviaire, basé sur ce qu'on appelait le ring, c'est-à-dire une espèce de boucle ferroviaire ex-Marseille, Étendebert, Marseille, donc une espèce de sur le cœur de la métropole, quelque chose qui permettait de créer quelque chose de très visible. Et puis un scénario qui était plus qui est appelé Interpôle. On peut dire qu'on s'est inscrit dans la filiation de ce travail-là, mais en même temps on l'a pas mal retravaillé, reformulé, en essayant, c'était aussi une condition politique, en essayant d'y intégrer de façon à la fois respectueuse mais pas servile les projets qui pouvaient exister antérieurement dans les PDU des agglomérations qui étaient antérieures à la métropole. Donc c'est ainsi que tous les projets de BHNS qui figurent avec des petits traits noirs sur ce plan sont des projets hérités dans une large mesure des anciens PDU. Donc on a essayé de créer du lien entre ça et de créer un projet qui évidemment fasse métropole, tout en respectant ce qui pouvait être l'héritage des anciennes intercommunalités. Ce projet a été extrêmement bien accueilli. C'est aussi parce qu'effectivement, il a fait toutes les révérences qu'il fallait devant les puissants de la métropole. Je ne suis pas naïf. Mais enfin, l'agenda de la mobilité a été voté à l'unanimité du Conseil de la métropole. Et aujourd'hui, c'est un socle sur lequel tout le monde veut bien bâtir. Ça a été le plus compliqué là-dedans, ça a été de réconcilier un certain nombre d'élus, si je schématise énormément, plutôt de gauche et plutôt de l'ouest, très ferroviaire, qui voulaient un projet en disant l'avenir c'est quand même le ferroviaire, que vous le veuillez ou non, et des élus plutôt de droite, pas mal du Pays d'Aix en particulier, qui voulaient un projet très routier en disant la SNCF ça suffit, on n'en veut plus, ça marche pas, proposez-nous autre chose sans la SNCF. Donc c'est comme ça que ce réseau intégrant à la fois du ferroviaire et du routier est né. Donc je dirais dans la continuité, mais en même temps aussi une forme de trahison de ce qu'avait pu proposer Théry, et en essayant de constituer quelque chose qui soit un signal métropolitain. Je dois ajouter à tout ça que nous avons la chance, particulièrement moi, d'avoir un vice-président au transport de la métropole qui s'est saisi très puissamment et avec beaucoup d'intelligence politique de ce sujet, et c'est lui qui a passé la commande de faire un document stratégique en 6 mois. On lui avait dit que c'était pas possible, on a dit c'est pas grave, on va le faire quand même, et ça, on a pu le faire, et l'histoire lui a donné raison, parce que le fait d'avoir très tôt montré qu'on était capable de poser quelque chose qui soit à la fois ambitieux et réaliste, ça a permis d'éviter que le débat de contestation de la métropole et de retour aux petits projets des différentes intercos antérieures se développe trop fort. André, bah oui, tu vas aussi donner la parole, donc je vais la prendre. David Zambon. Donc, ma question, elle vient sur l'aménagement des itinéraires et de l'organisation différenciée de celles ou ceux qui sont en charge des politiques de déplacement et de ceux qui ont en charge la politique d'entretien, d'exploitation, de maintenance et de gestion des itinéraires routiers. Donc, derrière les débats sur la LOM, derrière les débats globalement sur la mobilité, il y a parfois l'idée que si on unifiait tout ça, tout irait bien. Alors effectivement, c'est quand on imagine que la route a une fonction principale et essentielle qui est la mobilité. On sait qu'elle peut en avoir d'autres, donc il y a tout ça. Résoudre un problème peut en créer d'autres. La question, elle est, vous avez commencé à le faire sur un axe, comment ça se présente ce travail interacteur de mise en œuvre opérationnelle de tout ça, quoi. Et puis dans d'autres séances, la question de la perception par l'usager. Alors vous venez de dire tout le portage politique qui est fondamental pour que ça marche. Mais est-ce que du côté des usagers, ça se mobilise pas, vous avez des retours plutôt d'adhésion ou pas? Alors, sur la première question, et peut-être Mathieu Luzerne pourra compléter, évidemment c'est un projet ultra transversal,
Les groupes de pilotage Métro Express, il y a 40 personnes autour de la table, ne serait-ce que l'État qui est divers avec l'Adréal, la DIRMED, bientôt certainement les services de police aussi qu'il faudra associer à tout ça, et le CEREMA qui est un petit peu le ciment, je crois qu'on peut le dire, parce que vous participez notamment SDAGT aux côtés de la DIRMED, et puis le CEREMA nous assiste également, nous, autorités organisatrices, sur la définition du réseau Métro Express. Donc il y a beaucoup de transversalité. Ça reste compliqué parce que moi j'ai été frappé en arrivant ici, il n'y a quand même pas énormément de dialogue entre exploitants routiers. Et ça je trouve que c'est... Enfin, on aurait dû faire ça avant, comme l'a fait dans une certaine mesure le Grand Lyon, c'est d'essayer de porter une vision partagée de l'exploitation et du service offert aux usagers de la route. Ça, aujourd'hui, ça existe très très peu. J'ai réussi péniblement à mettre en place des échanges d'informations sur les fermetures pour travaux la nuit, où il arrivait parfois qu'on ferme simultanément avec l'État des itinéraires de substitution, enfin des itinéraires qui étaient concurrents ou complémentaires, et où on fermait en même temps. Donc maintenant on se parle un peu plus, malgré tout on est encore assez loin d'un schéma métropolitain d'exploitation d'un réseau de voirie. Donc ces habitudes de travail ne sont pas très ancrées, donc ça reste encore largement à parfaire. Sur ce projet-là, moi, je peux que me féliciter de l'excellence du travail avec l'Adréal et la DIRMED et le CEREMA qui ont vraiment bien joué le jeu. Et puis aussi, tout le monde se prend au jeu. On n'est pas révolutionnaire, mais on est quand même un peu pionnier à cette échelle-là en France. Et ça intéresse tout le monde de tester ça à grande échelle, quoi. Il y a un autre projet, d'ailleurs, dans la région, sur la Côte d'Azur, qui est également un petit peu comme le nôtre en avance de phase. Et j'ai vu récemment que beaucoup d'autres métropoles se posent les mêmes types de questions. Et donc on aimerait bien être dans les premiers, et je crois que ça intéresse tous les acteurs d'en faire partie. Il y a la deuxième question, du coup je l'ai oubliée entre-temps. Ah oui, remonter des usagers. Alors c'est un petit peu tôt pour en parler, parce qu'on n'a quand même pas énormément communiqué sur ce projet. On ne voulait pas, je dirais, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on ne part pas de rien. Il y a un réseau de cars issus du département qui a été transféré à la métropole il y a de ça moins d'un an, qui est je dirais, la préfiguration de tout ça, et qui aujourd'hui fonctionne pas mal. Ce qu'on a pu constater sur ce réseau-là, c'est que chaque fois qu'on avait augmenté la fréquence et ou les conditions de circulation, la fréquentation avait fortement augmenté. Donc on pense qu'on est dans le vrai en essayant de mettre en place ce type de paramètres. Donc là on est vraiment en mesure de fréquentation. Maintenant voilà, le projet il n'est pas encore en place, c'est un peu tôt pour savoir si les usagers le plébisciteront. On est aussi très convaincus, c'est aussi pour ça qu'on a créé ce cercle de la vertu et qu'on a essayé de définir ce label premium, qu'il faut qu'il y ait rien qui dysfonctionne dans le système. Et que s'il y a un élément du système qui n'est pas satisfaisant, on ne réussira pas à convaincre les gens de prendre les transports. Malgré tout, la voiture offre des conditions de confort relativement incomparables. Et donc, il faut vraiment être très bon si on veut convaincre des gens qui sont dans la voiture de venir dans le transport. Donc des aménagements qu'on a mis en place sur voies réservées dans la métropole marseillaise, où on a fait des enquêtes usagers, des enquêtes auprès des conducteurs, et où on a mis en place un cahier des doléances déjà au niveau de la DIRMED pour que les gens puissent se plaindre de ce qui ne leur allait pas. Et ce qui est assez marrant sur ce cahier de doléances, c'est que personne ne s'est plaint. Donc personne n'est venu dire c'est fantastique ce que vous faites. Oui, il y a un problème de micro. Oui. Mais personne n'a fait de commentaires négatifs sur ces projets d'aménagement de voies réservées, ce qui est déjà assez positif. Et puis il y a des petits symboles aussi que je trouve assez marquants. C'est un chauffeur qui nous a fait remonter que la première fois qu'il a circulé sur la voie réservée, il a été applaudi par les usagers. Ce qui est quand même une manifestation d'intérêt qui est assez forte. Et dans les enquêtes internet, voilà, le dernier commentaire, c'est quand on a demandé aux gens s'ils étaient favorables ou défavorables à l'aménagement des voies réservées sur autoroute, on a à peu près 98% de réponses positives. Donc oui, pour faire des voies réservées OTC sur autoroute, le bémol, c'est à condition que ça ne me gêne pas mes conditions de circulation. Mais on a quand même voilà, un fort encouragement au développement de ces projets. Petite
Un point de détail, parce que j'ai quelques souvenirs d'Île-de-France où on se posait des questions similaires. Pour l'aménagement de ces voies réservées, en gros, vous n'avez pas trop de problèmes techniques de partout. La largeur des ouvrages d'art ne nécessite pas des élargissements, des points durs, des trucs comme ça. Parce que 100 km, c'est pas mal quand même. À vrai dire, on a aussi commencé par là où c'était le plus facile. Voilà. Voilà, c'est ce que j'allais dire. donc, je pense que si on veut arriver aux 100 km, on va quand même vite taper dans des eaux. Mais pour l'instant, oui, ce qui a été fait, il y a eu quand même quelques déplacements de terre-plein central, par exemple, hein, ou des choses comme ça. Oui, des glissières de sécurité. Des glissières de sécurité, bon voilà, ça reste modeste. Et puis des rétrécissements de voies, bon, mais c'est pas... Il n'y a pas eu d'ouvrage repris, notamment. Il n'y a pas eu d'ouvrage repris, mais il ne faut pas s'interdire un projet parce qu'il y a un ouvrage. On a aussi la possibilité de supprimer la voie réservée juste au passage de l'ouvrage avec le transport collectif qui se réinsère. Donc si ça nous permet d'aménager 2 km de plus, il faut quand même poursuivre, même si sur ce point dur-là, on n'a pas de solution. Pour compléter, c'est pas le point dur